Le modèle économique mondial actuel est-il encore adapté, est-il encore tenable alors que la planète compte presque 8 milliards d'habitants? Pour Philippe de Sertine, la réponse est clairement non. Bonsoir Philippe de Sertine, bienvenue Bonsoir. à vous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Le Grand Basculement chez Robert Laffont. Alors vous dites que sur le plan économique, l'après-Covid est une chance à saisir. Pourquoi donc ? On va dire une tragédie, évidemment, n'est pas une chance, puisque Covid, c'est d'abord une tragédie. Mais du point de vue économique, qu'est-ce qui s'est passé? On a arrêté l'économie mondiale. Vous voyez, c'est une espèce d'expérience à laquelle on n'aurait même pas pu songer en théorie. Un arrêt de l'économie mondiale pendant le premier confinement. On se rend compte que quand l'économie mondiale s'arrête, eh bien tout d'un coup, la planète récupère, c'est très clair. On voit que le problème, on va dire, du dérèglement climatique, c'est bien le modèle économique appliqué à presque 8 milliards d'humains, bientôt 10 milliards. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit en même temps? On voit le début d'une réinvention d'un nouveau modèle. C'est-à-dire les gens, à la base, commencent à travailler différemment, à vivre différemment. Et on sent bien qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé est quelque chose d'absolument fondamental pour une grande partie de la population mondiale et pas simplement de quelques pays occidentaux. Et que cela marque peut-être le début du 21e siècle. J'ai cette formule en disant, au fond, le 21e siècle commence peut-être avec Covid, comme le 20e siècle avait commencé avec la Première Guerre mondiale. Mais un basculement vers quoi? Vers une économie plus numérique? Vous dites dans votre livre que, par exemple, les transports, les voitures, les trains, les avions, forcément, ça sera remis en question? Je crois que vraiment ce qui s'est passé, c'est la remise en question fondamentale du système de fonctionnement des services. Alors on va dire oui, mais les services, c'est pas tout. L'industrie, l'agriculture, c'est fondamental, on est d'accord aussi. Sauf que les services, aujourd'hui, c'est 75% du PIB mondial. Et ça va continuer d'augmenter. Pourquoi? Parce que la population mondiale, dans son ensemble, vieillit. Nous sommes aujourd'hui avec les plus, au monde, les plus de 65 ans qui sont supérieurs aux moins de 5 ans. Dans 30 ans, les plus de 65 ans seront supérieurs aux moins de 25 ans. Donc nous allons vers de plus en plus une population humaine vieillissante. Eh bien, quand on vieillit, on le constate, vous êtes probablement trop jeune pour l'avoir vu, eh bien, on consomme de plus en plus de services et de moins en moins de produits physiques. Donc lorsqu'on réinvente complètement l'activité de service, en fait, on est en train de bouleverser l'activité du monde. Et aujourd'hui, dans toutes les grandes villes du monde, les gens, tous les matins, tous les soirs, ils vont où? Ils vont d'abord s'occuper de services. S'ils ne bougent plus, vous bouleversez complètement l'économie mondiale. Quand vous dites le grand basculement et que vous dites aussi que cette crise sanitaire, entre guillemets, en tout cas sur le plan économique, est une chance, c'est aussi parce que des années, on parle d'une transition écologique, de développement durable. Vous dites que c'est un consensus mou et que ça, aujourd'hui, ce n'est pas tenable, c'est terminé. C'est quoi cette économie vers laquelle on tend alors concrètement? Je crois que je l'évoque là en disant, et évidemment c'est la chaîne où il faut parler de ça, c'est-à-dire c'est au niveau mondial qu'on doit réfléchir. La question de la transition, même pas écologique, énergétique, est typiquement une logique occidentale. Les pays riches disent quand même, on exagère, il faut qu'on arrive à réduire notre consommation, réduire nos gaz à effet de serre. Mais est-ce qu'en réalité on propose un modèle au reste du monde? Est-ce que si le reste du monde se met à fonctionner comme les pays occidentaux, même un peu vertueux, est-ce que réellement la planète est sauvée? La réponse est claire, on le sait, c'est non. C'est de dire au fond, quand on est en train de dire décroissance, c'est en train de dire chacun va rester au point où il en est. Donc pour vous, c'est une chance pour l'Afrique aussi, alors ce basculement? Mais évidemment, bien entendu. Je réfléchis beaucoup du point de vue du livre de la question démographique. La question démographique est revenue au cœur de l'économie depuis plusieurs années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première zone économique du monde aujourd'hui est l'Asie, parce que c'est la première population mondiale, 4,3 milliards d'habitants, que donc par conséquent, à l'horizon du 22e siècle, quand l'Asie va voir sa population commencer à stagner, eh bien elle sera dépensée par l'Afrique. Et l'Afrique, par conséquent, doit rentrer de plein pied dans le modèle du 22e siècle. Alors ça nous semble loin, on est déjà dans la 3e décennie du 21e siècle. Donc ça veut dire le 22e siècle est tout près. C'est par exemple pour l'Afrique, l'Afrique digitale, l'Afrique qui est en train de passer brusquement dans l'ère du digital beaucoup plus vite que toutes les populations mondiales. On paie, on va dire, par un téléphone portable en Afrique depuis longtemps et partout, alors qu'on ne le fait pas encore en Occident. Oui, mais justement, ça, vous le voyez comme une chance et un espoir, mais ça fait peur aussi à beaucoup, notamment aux classes moyennes européennes, entrepreneuriales, parce qu'il y a une économie numérique, pas de monnaie si on paye avec son portable, le cloud, le blockchain, toutes ces monnaies crypto-monnaies, il y a aussi les développements algorithmiques et tout cela. Ça fait un peu peur. Et d'ailleurs, votre titre, je dis bien le titre, pas le contenu, fait penser à un autre livre, La grande réinitialisation, The Great Reset, écrit par le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Alors,
Ça suscite un vif débat sur les réseaux sociaux, non sans fantasme parfois. C'est quoi la différence entre ce que vous prônez et la grande réinitialisation prônée par cet homme du Forum mondial? Je crois que pour connaître un peu le Forum mondial de Davos et pour évoquer ce que je disais à l'instant, nous avons des forces de rappel très très puissantes aujourd'hui dans la planète et notamment évidemment autour du modèle économique qui continue d'exister. C'est-à-dire que la tentation générale, c'est de dire « mais vous vous rendez compte, ça va être compliqué ». Mais je ne dis pas le contraire. Ouais. C'est-à-dire qu'il est évident que le changement de modèle va être quelque chose d'extrêmement compliqué. Je vais même plus loin. Je pense que le changement de modèle, et là pour le coup, on va dire dans les approches de Davos, c'est quelque chose qui paraît très préoccupant, c'est très clairement, on va dire, la fin du règne de l'Occident. C'est-à-dire que nous allons vers un bouleversement qui a commencé, qui s'accélère. C'est-à-dire peu à peu, en effet, l'Occident voit sa prééminence disparaître. Alors, je raconte parce que dans le livre, j'ai une approche très historique en disant c'est pas la première fois. La France, typiquement, lorsqu'elle était numéro 1 mondial, on va dire au XVIIIe siècle, a pensé qu'elle était toujours numéro 1 mondial parce qu'on parlait français toujours partout et que la science était française. Elle ne s'est pas rendue compte qu'en réalité, on va dire par exemple à partir de la guerre de 7 ans, eh bien ça y est, le déclin était amorcé. Aujourd'hui, tout le monde parle américain, on a la vie américaine, on a la vie occidentale, et on s'imagine qu'on est toujours puissant et qu'on restera puissant. Non, ce qui va se passer, la réinitialisation, ce sont par exemple les populations indiennes qui sont aujourd'hui les premiers codeurs du monde. Ce sont des écoles de mathématiques qu'on doit construire en urgence en Afrique. C'est un des points que j'évoque dans le livre, ouais, en disant il faut aller très très vite maintenant dans la nouvelle valeur. Évidemment, cette valeur, elle ne sera plus nécessairement chez nous. Ce n'est pas grave. Pendant des siècles et des siècles, le reste du monde regardait l'Occident en disant la valeur est chez vous, pourquoi elle n'est pas chez nous? On disait parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce que c'est comme ça, la démographie est ailleurs. Ça n'est pas dramatique. Ça veut dire pour l'Occident, évidemment, se penser différemment dans le futur. Tiens, on n'a pas encore parlé de chiffres. Pourtant, quand on fait de l'économie, il en faut justement. L'OCDE, c'est plutôt une bonne nouvelle, revoit à la hausse ses prévisions de croissance mondiale. Elle table sur une croissance du PIB mondial de 5,8% en 2021, puis 4,4% en 2022. On écoute le secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économique, le Mexicain Ángel Gurría. Les choses se sont mieux déroulées que nous ne le craignions au départ. Les pertes de production ont été moindres et le chômage n'a pas augmenté autant que nous l'avions prévu il y a un an. Cela est dû au niveau sans précédent de soutien politique, macroéconomique que certains pays ont déployé. Nous voyons maintenant la production mondiale pour 2021 augmenter de près de 6% et de près de 4,5% en 2022. Dans quelques pays, dont les États-Unis, nous voyons maintenant un niveau de PIB pour fin 2022 supérieur à celui que nous avions projeté avant le déclenchement de la pandémie. Voilà, Philippe de Sertine, il y a tout de même un mot que ne prononce pas cet homme qui d'ailleurs quitte ses fonctions après 15 années. Demain, il sera remplacé par un Australien, l'Australien Mathias Cormann. Et il n'a pas prononcé un mot, c'est celui de la dette. En France, le déficit budgétaire devrait atteindre 220 milliards d'euros à la fin de cette année, 5 600 euros par ménage. Alors, potion magique ou poison mortel, pour reprendre le titre d'un livre que vous avez dirigé, où se situe le curseur? Non, je crois que là, il l'évoque de façon indirecte en disant, en réalité, nous avons besoin de croissance pour faire face à cette dette incroyable qui a été, il le dit, soutenue, réalisée par quelques pays. Oui. Hein, parce qu'attention, évidemment, il y a les pays qui ont pu émettre de la dette, ceux qui ont de la monnaie forte, les États-Unis et l'Europe. Les autres n'ont pas pu. Et là, on est bien dans une logique d'inégalité grandissante du point de vue mondial. Donc la croissance, elle va être d'abord une croissance de récupération dont on a besoin pour faire face à cette dette absolument gigantesque. On l'a vu récemment avec ce sommet consacré à Paris, consacré justement à la relance de l'économie africaine. Absolument. Et qui, on le voit bien quand même, quand on est en train de regarder les chiffres, là pour le coup, semble quand même extraordinairement faible par rapport aux sommes investies. Quand vous êtes en train de regarder, que vous regardez, on va dire, les dizaines de milliards, on va dire, lorsqu'on arrive à 100 milliards, c'est énorme. Et lorsqu'on voit à l'intérieur des pays, des grands pays occidentaux, nous y allons par trillions, par milliers de milliards à chaque fois. Donc là, on est avec un objectif de faire face à cette dette par de la croissance. Et très rapidement, là, quand on évoque cette croissance énorme qui va repartir, tous les problèmes structurels que ça pose, on est déjà avec d'énormes problèmes d'approvisionnement, donc un risque d'inflation important. Attention, pour la France, ça n'est pas neutre, parce que ça signifie remonter des taux d'intérêt. Donc là, on est dans un moment dont on sent bien qu'il va être compliqué. Grosso modo, on peut prendre date, ça va être à l'automne, qu'on risque d'avoir cette remontée de l'inflation qui se traduira par une remontée des salaires. À partir de là, on sera dans un processus durable. Mais surtout, deuxième élément, c'est la question du
dérèglement climatique. On ne peut pas repartir avec un mode de développement qui sera à nouveau un mode de développement qui accélérerait la détérioration du climat planétaire. Donc là, se posera très très vite la question, comment fait-on pour avoir une croissance, mais une croissance différente? Allez, pour finir, peut-être aller en 15 secondes, si vous deviez classer, en se projetant à l'avenir, les 3 pays qui seront les 3 grandes puissances de ce nouveau modèle économique, ce serait quoi? Vous avez cité l'Inde tout à l'heure. Donc 1, la Chine, 2, l'Inde, et ensuite probablement un autre pays d'Asie qui va monter, typiquement l'Indonésie, des pays que nous ne regardons pas. Merci beaucoup Philippe de Sertine d'être venu sur notre plateau. Merci à vous.